s'adresse à des gens qui ont le pouvoir de décision, le pouvoir de faire la loi, en tant qu'ils ont été délégués pour ça, non pas qu'ils sont vraiment le souverain, mais en tant qu'ils sont les représentants du souverain qui ont la fonction de faire la loi. Et de l'autre côté, eh bien, un droit qu'on sait être terrible. Quand on dit un droit terrible, ça veut dire un droit qui effraie aussi bien celui qui va devoir l'agir que ceux sur qui il va être agi. Donc on est là dans quelque chose qui n'est pas anodin. Quand on a un vaste mouvement pétitionnaire pour réclamer le jugement du roi en 1791, eh bien on est dans la logique où il s'agit de ne pas utiliser le droit terrible. Il s'agit d'être dans la retenue donc, de ce qui est terrible, dans ce que j'appelle la retenue de la violence. C'était un point important. C'était un point important de dire non, le peuple n'est pas tel que Taine, puis Gustave Le Bon, puis Freud l'ont décrit à tout coup, c'est-à-dire il n'est pas un peuple qui aime la jouissance du sang et le massacre, il est plutôt dans la retenue de la violence, et cette retenue de la violence, elle va s'exprimer de différentes manières, y compris par les rituels d'apaisement, toutes sortes de choses qui permettent de faire en sorte que le terrible n'advienne pas, ou en tout cas advienne le plus tard possible, quand il n'y a pas d'autre possibilité, qu'on a été acculé à en faire usage, et que parmi les rituels d'apaisement, j'ai voulu montrer que la demande de droit et le dialogue réglé par la question pétitionnaire entre l'espace public du souverain peuple et l'Assemblée des représentants du peuple était justement de l'ordre d'un rituel politique d'apaisement et de possibilité de traduction des émotions populaires, du ressenti populaire, en tant que le corps est sensible et qu'il sait par le corps, revoir Séliès, et qu'il ait la possibilité de transformer ça en loi et donc en logos. Ce logos, ça ne veut pas dire qu'il est absent du peuple, ça veut dire que ce n'est pas le logos du peuple qui est normatif, ce sont ses émotions, et c'est la loi en tant que logos spécifique qui va produire la norme collective. Donc il y a une articulation entre les émotions populaires qui donnent le signal d'alerte, il y a peut-être de l'oppression ou il y a des choses qui sont injustes, etc., qui formulent déjà une demande de loi, mais qui, en tant que demande de loi, est une formulation non normative, elle va se transformer en norme si effectivement les législateurs, au sens large, les députés, les représentants, sont capables de produire cette transmutation. Du coup, dans les ressorts émotifs, il y a, est-ce que cette machine-là, c'est-à-dire cette transmutation des émotions populaires en loi, la capacité des députés à recevoir les émotions pour les transformer, est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas? Quand cette machine-là s'enraye, il y a quelque chose en reste dans la société qui fait que la conflictualité peut être beaucoup plus attisée, beaucoup plus violente, et l'effroi produit par la rupture des liens sacrés plus intense. Donc il y a là un danger qui rôde et qui fait que le fait que les députés ne soient pas nécessairement toujours capables d'accueillir les émotions populaires produit effectivement un effet de disruption des émotions telles qu'elles s'expriment dans la société. On est là sur un enjeu qui est aussi l'enjeu de 1795 que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le souverain réclame des lois et que les représentants du souverain c'est le peuple, ne réagissent pas ou refusent, on est dans une conflictualité sur la question qui est le souverain. On a un débat constant dans la période révolutionnaire, même dans les périodes les plus radicalisées, pour savoir si le souverain est bien le peuple ou si le souverain c'est la fiction du peuple, mais que c'est simplement les représentants qui sont dans cette position de souveraineté effective. Et le débat sur accueillir ou ne pas accueillir les émotions, c'est un débat sur qui est le souverain. Et quand les députés refusent d'accueillir les émotions, ils affirment qu'ils sont eux le souverain et qu'ils n'ont pas à gouverner avec la rue révolutionnaire. Donc c'est une question qui est à double fond et qui se noue d'une manière extrêmement forte en 1791, puisque au lieu d'avoir des représentants qui jouent leur rôle de représentants du souverain peuple, eh bien en fait vont non pas utiliser une fonction apaisante de la loi en mettant en œuvre ce qu'il aurait fallu mettre en œuvre pour juger le roi, mais vont au contraire inventer une fiction qui protège le roi et qui met en contradiction la demande populaire d'un jugement et la loi telle qu'elle est prise dans l'Assemblée. On est là dans une situation où il pourrait y avoir déjà une disruption majeure, elle est déjà importante, il y a des manifestations, comme on dirait aujourd'hui, dans
Paris, il y a toutes sortes de choses qui s'organisent, et la fameuse pétition du Champ de Mars du 17 juillet 91 qui se prépare dans ce contexte-là. Donc on est toujours dans le moment 91. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette pétition du Champ de Mars? C'est une dernière tentative en fait. C'est une dernière tentative pour que les émotions populaires soient entendues à un moment assez difficile, puisque comme l'Assemblée a pris une loi pour affirmer que le roi avait été enlevé, a fabriqué sa fiction, les fictions juridiques sont quand même des normes. Et ça, c'est un point très important qu'a décrit avec beaucoup de précision Anne Simonin dans son travail sur le déshonneur. La question de la fiction comme norme de droit, c'est un point très important. Et donc la fiction d'enlèvement du roi, eh bien, ça produit une norme, et donc les gens qui vont maintenant dire que non, le roi n'a pas été enlevé, qu'il a trahi et qu'il faut le juger, sont hors de la loi. Donc cette pétition au Champ de Mars, au moment où elle est faite, c'est 2 jours après le 15 où on a décidé qu'effectivement le roi était enlevé. Et donc c'est une manifestation hors la loi, une pétition hors la loi, mais organisée par ce mouvement populaire parisien. En l'occurrence, ça avait été organisé par les Cordiolets Jacobins. Je passe parce que je vois que le temps passe très vite, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Dans un lieu qu'on appelle en anthropologie un lieu du politique, c'est-à-dire un lieu qui est extrêmement chargé du point de vue des enjeux justement sensibles du politique, puisqu'on y a prêté le premier serment de la Fédération de 90, qu'on a effectivement fait de ce lieu un lieu d'espace public commun en le terrassant en commun, en fabriquant le lieu en commun, et qu'il est devenu un lieu de récréation du bien vivre de ce moment révolutionnaire. Donc c'est un lieu du politique extrêmement important. Dans ce lieu du politique de récréation, c'est-à-dire on est habitué à pique-niquer, à venir jouer de la musique, à venir boire de la limonade, voilà, on est dans la belle journée de la vie. C'est pas Woodstock, mais c'est la belle journée de la vie. Donc on est là pour pétitionner sur l'autel de la patrie. Vous vous souvenez, l'autel de la patrie, la déclaration des droits, la sacralité. Et en même temps, on appelle à venir sans armes et sans bateau. Et donc, on est effectivement dans une logique où il s'agit de dire on veut continuer à croire qu'il y a la possibilité de se battre contre une fiction juridique avec le pouvoir du logos du mouvement populaire. Et ce mouvement populaire articule une pétition qui est une pétition très radicale, puisqu'il s'agit de suspendre le roi, mais un art de faire de la politique et un art du bien vivre et de l'articulation entre cette manière d'ancrer la politique dans le quotidien de la vie. Enfin, le quotidien, c'est pas le quotidien, ça sera le quotidien à d'autres occasions. Là, c'est la fin de semaine, le moment où on s'amuse, où normalement on est gai. Voilà. Et effectivement, la journée, malgré la pluie, est gaie, et elle se finit, comme vous le savez, dans une répression terrible, puisque l'Assemblée a menacé Bailly, maire de Paris, il a plutôt menacé, a obligé Bailly à choisir son camp, et lui a intimé l'ordre de prendre la décision de réprimer, en fait, cette manifestation. Lafayette est à ce moment-là chef de la garde nationale, et donc on a Bailly et Lafayette qui, effectivement, déploient les outils de la loi martiale, le drapeau rouge, à l'hôtel de ville, et viennent réprimer cette manifestation sans respecter toutes les règles, enfin, il y a toutes sortes de choses. Il n'empêche que, voilà, on est dans une situation extrêmement extraordinaire pour les manifestants, puisqu'ils sont venus sans armes et sans bâtons, et qui vont être tués d'une manière assez importante. On n'a pas le nombre exact en tant qu'historien, on n'a pas réussi à le reconstituer, mais on sait maintenant de manière tout à fait précise que les archives hospitalières permettent de voir que le nombre de blessés augmente d'un coup et le nombre de personnes. Hein. Et on a des manières de décrire l'événement qui sont à la limite du supportable et du tolérable, puisqu'on dit que des femmes enceintes aussi ont été violentées par la répression. Et on est là justement au point limite de ce qui est acceptable. Donc ce lieu, qui était déjà un lieu du politique, mais un lieu du politique malgré tout positif, devient un lieu encore plus sacré à cause du sang versé sur ce lieu. Et on est ensuite dans un autre ressort extrêmement important, qui est ce que j'appelle, avec Nicole Bourreau, la mémoire barrée du conflit, puisque suite à ces événements, on a d'abord une répression féroce de tout mouvement républicain, puisque ce qui était réclamé, c'était quand même un gouvernement populaire qui soit se passerait de roi, soit aurait un autre roi, mais en tout cas un gouvernement populaire, c'est ce qu'on appelle la République. Il y a un conflit sur la notion de République à ce moment-là, mais en tout cas on réclame la République. Et on a une répression de ce mouvement républicain, puis
pour obtenir la ratification de la Constitution, une amnistie tout à fait étonnante. Alors, l'amnistie, vous savez, c'est l'objet central du travail de Nicole Leroux, et elle nous a indiqué beaucoup d'outils pour pouvoir travailler sur les enjeux sensibles. Qu'est-ce qui se passe dans une société quand il y a une amnistie? Il se trouve que l'amnistie en question est double. C'est une amnistie double, un peu comme le modèle de cette amnistie, ça serait la guerre d'Algérie. On amnistie tout le monde, mais quand même, on amnistie ceux qui ont torturé et ceux qui ont été torturés. Bon, là, on amnistie tout le monde, ça veut dire qu'on amnistie les gens qui ont aidé le roi à fuir, enfin, la question du roi, on ne dit pas le roi à fuir, mais qui ont enlevé le roi, donc les gens qui ont enlevé le roi, comme Bouillet, comme les immigrés, etc., sont amnistiés, ils sortent de prison, ils peuvent rentrer, enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et puis, deuxième chose, on amnistie non pas les gens qui ont participé à cet événement, mais les gens qui sont incriminés pour faits de révolution. C'est-à-dire que dans l'amnistie, on a un événement qui est nommé et qui est amnistié, un événement qui n'est pas nommé, qui est déjà fort clos dans la manière dont on va formuler cette amnistie, et qui va être, comment dire, finalement mis sur le même plan. C'est-à-dire que les criminels de l'Est-Nation et les révolutionnaires sont mis sur le même plan, et donc on a une confusion des valeurs et des ressorts de ce qui est acceptable et inacceptable qui est extrême. Cette manière de réclamer finalement la magnanimité ou quelque chose qui est l'indulgence ou voilà, l'amnistie, l'oubli, c'est quelque chose qui finalement forclôt la conflictualité autour de la trahison du roi, bien sûr, mais autour de toute conflictualité politique révolutionnaire, puisque ce sont les faits de révolution qui sont amnistiés. Autrement dit, on amnistie le fait qu'il a fallu une révolution pour faire la révolution, pour faire la Constitution. L'objet sacralisé, c'est désormais la Constitution, qui comporte et la Déclaration des droits et la Constitution comme telle, qui est une Constitution censitaire et donc qui ne respecte pas l'article 1 de la Déclaration des droits et d'autres articles, bien sûr. Le troisième temps, mais je ne le développerai pas parce que je vois que l'heure va vraiment tourner, c'est le temps de 1791 à 1792 qui consiste à lever cette mémoire barrée du conflit. Car effectivement, l'amnistie a produit une mémoire barrée du conflit, ça veut dire quelque chose qui est devenu tabou, quelque chose qu'on ne peut pas évoquer, quelque chose qui interdit l'idée que la concorde qui va se mettre en place à ce moment-là est une fausse concorde, puisque les insatisfactions de toutes parts sont extrêmement fortes. Donc les différentes dynamiques émotives, vous voyez, elles s'empilent. Il y a la résistance à l'oppression, la sacralisation, le parjure, et ensuite cette mémoire barrée du conflit qui est une autre question et qui n'était pas écrite d'avance, c'est-à-dire que rien n'est écrit d'avance. Donc addition des ressorts, jusqu'à arriver à une situation où, n'ayant pas réussi à obtenir des législateurs que ces émotions soient accueillies au fur et à mesure d'événements qui sont de plus en plus conflictuels autour de la guerre, autour de la trahison, etc., eh bien, je suis allée très vite là, le peuple est acculé à l'insurrection. Je vais un peu vite pour arriver quand même à la dernière séquence et montrer comment ces dynamiques et ces ressorts des dynamiques émotives se déplacent. La dernière section, c'est la section 92-94, qui est en fait la manière dont cette insurrection est prise en compte ou pas à nouveau par le logos politique et la normativité politique. Pour les révolutionnaires qui ont fait l'insurrection, qui ont préparé, elle est préparée de manière très complexe, etc., avec beaucoup d'émotions, avec des pétitions, avec quelque chose qui monte en puissance de ce que j'appelle la voix du peuple. Et finalement l'insurrection a lieu, on espérait une insurrection de velours, c'est-à-dire où on avait affirmé de manière très précise dans les journaux, la veille du 10 août, on affirme encore que le rapport de force est en faveur du peuple et que peut-être il n'est pas nécessaire d'avoir un affrontement réel, que l'affrontement symbolique serait suffisant, mais qu'on a les armes, qu'on a les canons, qu'on a les piles, qu'on a tout ce qu'il faut pour faire la guerre, et qu'on souhaite malgré tout ne pas la faire. Or, le feu est ouvert, comme vous savez, par les Suisses qui n'ont pas reçu l'ordre de ne pas tirer, c'est leur métier de tirer, donc ils tirent. Du côté des révolutionnaires, le sentiment est que le fait d'avoir tiré est un crime. Et donc on se retrouve dans la question de l'incrimination et de la nécessité de juger ces crimes, comme on avait la nécessité de juger le roi, pour que le jugement des crimes du 10 août, ça va être formulé comme ça, les crimes du 10 août,
permettent de faire reconnaître la valeur de cette insurrection comme irréversible, qui est quand même l'angoisse constante des révolutionnaires, c'est que tout ce qui se passe soit réversible. Et donc ça produit de l'anxiété, de l'angoisse, de l'effroi, etc. Et autour du 10 août, l'enjeu est de savoir quelle va être la célérité, l'efficacité des jugements. Le tribunal qui est mis en place est un tribunal tout à fait classique, ou assez classique, ça ne va pas assez vite. Et donc on va être dans une dynamique que j'appelle une dynamique vindicatoire. Je ne l'appelle pas comme ça toute seule, c'est parce que dans l'archive révolutionnaire, on nous dit, et c'est Colin Lucas qui l'a souligné en premier quand on travaille sur la terreur, que la vengeance est plus sacrée que l'insurrection elle-même. La vengeance est plus sacrée que l'insurrection elle-même. Donc il y a ce mot vengeance, on retrouve la question du sacré, et la question effectivement de savoir qu'est-ce que c'est qu'une dynamique émotive vindicatoire. Quand on met en œuvre de la vengeance, qu'est-ce qui se joue? Il se joue le fait qu'on est dans une dette, la vengeance, et là c'est une définition anthropologique, une dette d'honneur, on va reparler de l'honneur tout à l'heure, et de sang. Dette d'honneur parce qu'on n'a pas reconnu la valeur du souverain populaire, et de sang parce qu'on a tiré à plusieurs reprises sur ce souverain populaire au Champ de Mars le 17 juillet 91 et le 10 août au moment de l'insurrection. Et donc c'est cette dette d'honneur et de sang qui produit la dynamique vindicatoire pour à la fois faire reconnaître que le souverain est bien le peuple et résorber la dette de sang. Et donc il s'agit d'avoir une situation où on a deux groupes qui sont désormais complètement dissociés, les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, et c'est cette dynamique-là qui va être celle du 1792-1795 et au-delà. Ça serait un débat important de savoir si effectivement on reste ou pas dans cette dynamique vindicatoire après Thermidor, mais avec des groupes qui ne sont pas constitués sur les mêmes normes. Comme vous voyez, les dynamiques émotives, elles ne sont pas les mêmes en fonction des différents moments révolutionnaires, mais elles reposent sur des ressorts qui sont quand même analogues, mais qui sont de plus en plus complexes au fur et à mesure, et où, dans une certaine mesure, la qualité des discours, et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à démontrer, mais je ne peux pas le faire dans le temps imparti, n'est pas très différente entre 1790 et 1794. C'est-à-dire qu'en fait, on tient le même discours. La radicalité des discours révolutionnaires est là d'emblée. Il y a quelque chose d'extrêmement radical, et même quelqu'un comme Inard, qui est un révolutionnaire qui est classé par l'historiographie du côté des Girondins, peut-être que c'est trop simple de faire ces classements, c'est le premier à réclamer contre ce qu'il appelle le silence des lois, c'est-à-dire le fait qu'on ne respecte pas, à cause de l'amnistie de 1791, la logique de la justice. Donc le silence des lois, c'est l'amnistie produit quelque chose qui fait que la justice n'est pas respectée. Le fait que la justice ne soit pas respectée, ça produit le dégoût, mais ça produit aussi l'émeute massacrante, et il réclame contre ce silence des lois terribles qui lancent la foudre. On est en 1791. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 1793 pour avoir la nécessité de lois terribles qui lancent la foudre, et on pourrait comme ça décrire plutôt une scansion synchronique des discours révolutionnaires. Et je crois que c'est plutôt du côté des dynamiques émotives qu'il y a effectivement quelque chose de plus en plus noué au fur et à mesure que se déplace le temps. Cette mémoire barrée du conflit, qui me paraît être le cœur de l'affaire, c'est ce temps qui n'est pas complètement immobile, mais qui est sous-jacent et qui effectivement permet d'observer la scansion révolutionnaire sur un autre mode. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Sur la dynamique vindicatoire, je pense que vous pouvez lire l'article qui était paru en 2002, je crois, dans les Annales. Et sur les enjeux de ce que j'ai appelé la longue patience du peuple, j'ai écrit un ouvrage, donc je crois que c'est pas trop grave que je ne vous ai pas donné des laboratoires plus précis sur les moments d'apaisement et de ritualité qui permettent effectivement de voir quel est le rôle de l'esthétisation. Esthétisation soit pour occulter la conflictualité, soit pour au contraire la faire rejaillir quand on se réempare par exemple du Champ de Mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous laisse peut-être directement la parole à l'assistance si vous avez des questions. Merci beaucoup Sophie pour ce
très bien exposé. Alors, la question que je me pose en tout temps, c'est finalement de revenir un peu sur le statut et la valeur de la causalité que tu attribues à ces dynamiques affectives. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à bien t'entendre, il y a d'un côté, il y a eu des modèles explicatifs qui ne prenaient pas en considération cette dimension affective, comme s'il y avait une sorte de logique d'éviction. Et puis, à t'entendre, tu redécris, tu retraduis toute une série de séquences, d'événements, depuis ce prisme de l'affectivité et de la dynamique passionnelle. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que deviennent, à partir de ce moment-là, la relation que l'on pourrait établir entre ces dynamiques affectives et des facteurs objectifs. C'est-à-dire que, quand tu posais la question de savoir qu'est-ce que fait la prise en considération du sentiment ou de l'émotion à la définition de l'objet historique, il me semble que là, ça produit un effet qui est quand même assez majeur, à savoir qu'on ne parvient plus tout à fait à comprendre comment se fait le lien entre cette logique affective et puis des facteurs, pour parler en bon matérialiste qui se répètent, qui seraient des facteurs de type économique, des facteurs de type de dynamique matérielle. Donc, comment se redéfinirait ici la liaison entre les deux? Bon, ça, après, évidemment, là, j'ai pas pu le faire, mais évidemment que quand on réclame, quand on met en place la loi martiale en 1789, parce qu'elle est mise en place dès décembre 1789, la loi martiale qui va permettre de tirer sur le champ de Mars, on la met en place en fait essentiellement sur des enjeux de taxation sur les marchés. Donc, qu'est-ce que c'est les taxations sur les marchés? C'est les enjeux économiques, du droit à l'existence, et la nécessité de réclamer que les prix soient conséquents au regard de ce que les personnes qui ont besoin de manger, en l'occurrence les paysans, puissent acheter des grains et puissent se nourrir, tout simplement. Donc on est là dans la question des émeutes de taxation, comment on va refuser ce droit à l'existence dans des contextes où effectivement les enjeux économiques, appelons-les comme ça, sont constamment reliés à des enjeux qui sont des enjeux aussi émotifs. C'est-à-dire que le droit de vivre est considéré comme quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner la possibilité à chacun de vivre, de pouvoir vivre, etc. Et donc il y a quelque chose là qui est noué d'emblée. Après, il faudrait montrer comment les revendications sont à la fois matérielles et en même temps ne peuvent surgir que du fait des investissements symboliques qui sont derrière. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, le problème de la faim, de la famine, de la disette, ça n'a rien de neuf. Le problème, c'est comment c'est mis en œuvre sur un mode nouveau et comment c'est articulé de manière très radicale à ce moment-là. Le moment radical d'articulation, c'est les journées des 5 et 6 octobre. Dans l'historiographie de la Troisième République et de l'image d'Épinal, on ramène le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Bon, donc on est sur la logique des modes de subsistance. Si on analyse ce qui a été fait dans l'historiographie américaine en particulier, qui a tendance à être un peu plus précoce, sur ces journées, c'est des journées extrêmement précises pour obtenir la ratification de la Déclaration des droits. Et donc il n'y a pas de dissociation dans l'événement du 5 et 6 octobre 89 entre ce que tu appelles la vie matérielle, les conditions économiques, et la revendication de la possibilité d'avoir une nouvelle norme qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va réclamer ce qu'on appelle les décrets d'août, abolition des privilèges, Déclaration des droits, que le roi n'a pas ratifié, on est quand même un certain temps après, et on réclame en même temps, effectivement, le droit à l'existence et que le prix du pain soit correct. Donc c'est noué constamment. Voilà, c'est constamment noué, et à mon sens, il n'y a pas de possibilité d'avoir la dynamique de ces journées d'octobre sans avoir ce nœud. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Oui. Oui, je vais poser un peu une question qui ira dans le même sens, mais en revenant sur le temps présent. Tu as dit qu'autour de 1995, on n'avait plus le mot émeute. Alors, on n'a plus le mot émeute dans un certain nombre de productions, et en particulier les productions intellectuelles que tu as citées, mais on a absolument le mot émeute qui se réfère à ce qui se passe, par exemple, dans le centre de banlieue et depuis un certain temps. Donc ça, c'est le rapport. C'est revenu, à mon avis, plus fort avec 2005. Mais oui,
Mais si les ça cas en existe, à cette 90, période-là, ça existe quand même. ouais, mais c'est quand même pas l'expression la plus récurrente. Hein. Quand j'avais travaillé sur 95, franchement, ça n'est pas dans le vocabulaire des cheminots de 95. Ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est pas dans les textes intellectuels, oui, c'est ça. Moi, je ne parle pas des textes intellectuels, je parle de l'enquête qui avait été faite autour de la pétition pour Dieu, etc. Une très grosse enquête sur vraiment toutes les gares parisiennes, les assemblées des différents corps et des différents syndicats. Et dans ce corpus, que j'avais pas mal travaillé à cette époque-là en lien, il n'y avait pas de notion de au sens strict du terme. Oui, c'est Le mot n'y était pas, en tout cas, le mot n'y était pas dans la bouche des acteurs. Ça ne veut pas dire que... je pense que quand c'est revenu, c'était disqualifiant. Ressentir l'oppression et voir l'oppression. Est-ce que, en songeant aujourd'hui, voir l'oppression, ça n'émeut pas beaucoup, souvent, jusqu'à ce que ceux qui voient l'oppression se sentent menacés aussi par cette oppression. Alors, sous la Révolution, est-ce que ça fonctionne véritablement, le fait, ce sentiment collectif, donc finalement assez différent de ce qu'on peut éprouver aujourd'hui, pour que, je ne sais pas s'il faut le qualifier d'élite, mais en tout cas les dominants, en voyant l'oppression du peuple, pour que cela s'enchaîne. Enfin, je songe, parce que je l'évoquerai là tout à l'heure, je songe finalement à l'illusion de la bienfaisance, de la charité. Enfin, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Alors, on est en plein dans les questions analogues, à mon avis. Je vais prendre l'exemple du meurtre de Simoneau, maire d'Étampes. Simoneau est tué sur un marché à l'occasion d'une émeute de taxation sur les grains. Quand la nouvelle arrive à l'Assemblée, il est transformé assez rapidement, avec toute une série de transformations discursives, en martyr de la loi, parce qu'il a appliqué la loi du libéralisme économique, qui est à ce moment-là celle qui est consignée dans la loi positive révolutionnaire, à savoir qu'on ne doit pas taxer les grains, qu'il y a une liberté du commerce et qu'on ne doit pas taxer les grains. Donc il est considéré comme martyr de la loi par l'Assemblée. Ce martyr de la loi, quand on observe d'autres documents que ceux de cette retraduction d'Assemblée, en l'occurrence l'autre document, c'est la pétition du curé de Mauchamp d'Olivier, qui explique la situation de cette région d'Étampes, où une série de 40 communes qui sont extrêmement réprimées après l'assassinat, le meurtre de Simoneau, maire d'Étampes. Il explique la situation et comment ça s'est passé. Et il explique que, en fait, le maire a menacé d'user de la loi martiale. Autrement dit, il a fait venir des gardes nationaux qui étaient munis de fusils qui n'avaient pas de balles. Et donc, il y a quelque chose qui a à voir avec une menace sur le corps des taxateurs, mais en même temps, pour éviter des morts, c'est-à-dire qu'il est quand même dans cette question du faire mourir, ne pas faire mourir, il a demandé à ce que les fusils ne soient pas armés. Mais évidemment, les taxateurs ne sont pas au courant. Et il se trouve qu'Anatoly Ado a montré que cette loi martiale a été utilisée vraiment très fréquemment dans les campagnes françaises dans cette période. Et au moment où il s'apprête à donner l'ordre de tirer, à ce moment-là, il est tué. Il est assassiné à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui se noue dans l'événement, dans une certaine fulgurance. Et en même temps, le curé de Mauchamp décrit le fait que la situation était extrêmement tendue parce qu'on avait réclamé effectivement l'approvisionnement qui n'était pas venu et qu'on avait le sentiment dans cette région que le blé, au lieu d'être fourni aux gens qui en avaient besoin pour manger, était envoyé à l'étranger pour gagner de l'argent. Et donc il y avait la situation des accapareurs et de la manière dont on pouvait
agioté sur le prix du peuple. Et donc il y avait toute une série de nœuds où ce qu'on attend, ce qu'on appelle un magistrat au XVIIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui occupe une position de pouvoir, c'est qu'il protège le peuple. Et qu'on avait le sentiment que loin de protéger le peuple, un peu comme la figure du roi qui au lieu de protéger accule le peuple à toutes sortes de choses, voire le mène à être anéanti, pour reprendre un vocabulaire de l'époque, eh bien, au lieu de protéger le peuple de la famine, le maire aurait finalement, par le non-respect de la parole populaire, la non-écoute, le non-accueil de ses émotions, était en situation d'être déjà considéré comme quelqu'un de pas fiable, de dangereux, et donc il y a quelque chose qui s'est noué de manière très forte. Ce que décrit le curé de Mauchamp, c'est en fait qu'est-ce que c'est qu'un bon magistrat. Un bon magistrat, c'est quelqu'un qui protège le peuple et qui apaise les émotions. Quelqu'un qui fait que les choses reprennent raison quand il y a effectivement du décollage entre une situation publique et les imaginaires sociaux qui circulent. Et que donc ce magistrat avait été un très mauvais magistrat parce que non seulement il n'avait pas accueilli les émotions, mais qu'au lieu d'apaiser, il avait attisé la violence. Et ce que va décrire finalement la pétition, c'est la situation malheureuse de ces paysans qui produisent le grain et qui sont quand même affamés, qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas nourrir leur famille, où désormais ils sont réprimés, et où il y a quelque chose qui est complètement inconséquent et qui est en fait une sorte d'oppression économique telle qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir le sentiment de justice qui se déploie dans cette région, etc. Et donc effectivement il y a oppression. Cette pétition, elle est portée par le curé à l'Assemblée qui ne la reçoit pas. C'est-à-dire qu'effectivement ceux qui voient l'oppression ne la voient pas comme telle, ne la reconnaissent pas comme telle, et on est dans à la fois une esthétisation, parce qu'il y a beaucoup de pathos dans la dite pétition, mais aussi dans la demande très précise du rôle des législateurs, qui doivent être ces fameux bons magistrats aussi, c'est-à-dire capables d'accueillir les émotions, d'accueillir les souffrances, d'accueillir les alarmes, d'accueillir les cris du peuple, toute une série de vocabulaires comme ça qui renvoient aux émotions, et de prendre des mesures qui vont permettre l'apaisement et faire en sorte que le mouvement pétitionnaire ne suppose pas la résistance à l'oppression en tant que telle comme droit terrible. Et donc effectivement ça ne marche pas très bien. Voilà. C'est-à-dire que le fait de voir et cette réciprocité entre groupes sociaux qui n'appartiennent pas au même segment social, ça ne marche pas très bien, c'est ce qui est attendu. Donc, si les législateurs ne sont pas capables de le faire, eh bien c'est le lien entre les législateurs et le mouvement populaire qui se défait. Et c'est une deuxième rupture de lien sacré, parce qu'on considère que l'Assemblée est un sanctuaire de la loi, et que, dans une certaine mesure, les législateurs sont les prêtres de la loi. Alors quand les prêtres trahissent et qu'ils ne respectent plus la religion de la patrie, pour prendre le vocabulaire des révolutionnaires, effectivement quelque chose se défait. Et à ce moment-là, il y a une autre dynamique qui s'enclenche, qui est celle de devoir d'insurrection, de résistance à l'oppression. Après, il y a des moments où ça se fait. Robespierre, dans Le Défenseur de la Constitution, va publier cette pétition. Et ensuite, il va affirmer que constamment, le rôle de la Convention, c'est de faire rempart à la violence qui s'abat sur le peuple et de faire en sorte que, effectivement, cette capacité à reconnaître les besoins du peuple, à reconnaître sa demande de loi, etc., permet effectivement de réguler la violence, même dans cette période du gouvernement révolutionnaire. Et là, Robespierre ne se fonde pas sur ses émotions. Si, il passe son temps aussi à ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'il affirme que c'est son sentiment intime de la liberté, qui l'oblige à la défiance plutôt qu'à la confiance. Et qu'on vous parle constamment de naïve confiance, mais il vaut mieux être défiant à l'égard du pouvoir exécutif, il vaut mieux être défiant à l'égard de mauvaises institutions, que de se laisser berner par trop d'enthousiasme. Mais c'est mon sentiment intime de la liberté qui me permet de faire tout ça. Donc il y a une pulsation entre le collectif et l'individuel, et il se présente comme l'être sensible, sur le mode rousseauiste, celui qui a un cœur, cède, etc., qui va pouvoir se détacher de la communauté pour mieux revenir l'éclairer. Donc il n'est pas du tout dans le despotisme de la raison, qui serait une raison procédurale, telle qu'elle va se mettre en place par le fameux calcul égoïste qui a détruit tous les liens affectifs, hein, si on reprend le texte de Marx dans le manifeste. Il n'est pas dans cette raison-là, il est dans une raison qui a été qualifiée de sensible par Condorcet. Et donc c'est en tant qu'il fait usage de cette raison sensible qu'il est capable
de cette défiance. Ça suppose son sentiment intime de la liberté. Et il dit, ce sentiment intime de la liberté, c'est comme la jalousie pour quelqu'un qui est amoureux. Donc on est absolument dans les questions d'émotion. Et pour moi, il n'y a pas de disjonction, c'est-à-dire que j'entends bien les questions sur l'économique, mais pour moi l'économique est aussi pétri de ce sujet de désir. Merci. Bah, Je crois que malheureusement, Oui. le temps passe et la matinée est bien remplie. Voir les images. Je vais le mettre là. Il faut ça. Voilà, donc juste pour présenter Linda, vous êtes responsable de l'équipe d'histoire de l'art du village. Je ne suis plus. C'est Laurent Barillan. Voilà. Mais l'information ne sont pas avec vous, vous êtes très responsable de l'équipe de l'art. Et depuis 2009, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'université Lumière Bordeaux. Et c'est un petit peu long, vous avez été directeur du musée de la Révolution française de Visy. Et vous êtes l'auteur de nombreuses études sur l'art de l'époque révolutionnaire et impériale. Et vous êtes intéressé particulièrement à Gaudi. Sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. Merci. Soit je parle fort, je sais pas si ça le fonctionne pas le milieu. D'accord, je parlerai fort. Donc je voudrais commencer par rappeler ma réponse à l'invitation de Claire-Lise Gaillard au nom du laboratoire junior Sentiments et Modernité, qui éclaire l'intitulé de mon intervention, l'ambivalence des sentiments dans la peinture française de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je vous cite. Cette ambivalence, au sens propre et aussi psychanalytique du terme, est un ressort narratif et iconographique de la peinture de l'époque qui recouvre des enjeux sociaux et culturels que je me propose de dégager. Les œuvres en question tournent le dos à l'horizon de